Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici là pour la rencontre dédiée aux zones humides, ces terres utiles. Alors, je vais déjà commencer par me présenter, comme ça ce sera fait, même si c'est pas très poli. Donc moi, je suis Hélène Collat. Je vais animer cette rencontre. Je suis écologue en charge d'un programme de recherche-action au sein d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Europe des projets architecturaux et urbains, de son petit nom GIP EPO. Et donc, à travers ce programme qui s'appelle Érable, en fait, on soutient des projets pluridisciplinaires localement, qui soutient ces projets pluridisciplinaires. Ils sont des projets de mise en récit de la biodiversité dans les territoires, et ils associent en fait des chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences du vivant, avec des artistes aux côtés d'élus. Et en fait, c'est pour avoir un petit peu une aide à la décision pour les élus, pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les territoires. Et en fait, c'est un peu en lien du coup avec le sujet du jour, puisqu'on va se poser la question des imaginaires et un peu aussi des récits du coup qu'on construit autour de ces zones humides qui peuvent rester mystérieuses parce qu'ils englobent beaucoup de choses. Et donc, à travers cette rencontre, on va plus particulièrement poser la question de comment on imagine que ces terrains gorgés d'eau et souvent peu engageants sont en fait de vrais écosystèmes riches et diversifiés et qui assurent aussi des services écosystémiques. Et donc en fait, ces milieux naturels, donc ils sont parfois difficiles à appréhender parce que ça englobe beaucoup de choses derrière ce terme zone humide. On a des choses aussi qui peuvent être temporairement humides. Donc on a des tourbières, des marais, des mares, des prairies humides. Et donc en fait, ces milieux naturels, ils sont au cœur des enjeux environnementaux aujourd'hui, et c'est des objets qui sont de vifs intérêts et qui sont malgré tout toujours très menacés. Et donc, pour échanger sur ce beau sujet aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc de Michel Daragon à ma gauche, qui est écologue et géomaticien, qui travaille au bureau d'études Élément 5 depuis 12 ans, où il a acquis une expertise spécifique dans les zones humides et les milieux aquatiques, avec notamment des inventaires à large échelle qu'il a conduits un peu partout dans la France. Après une formation en biologie et en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, il s'est formé au cours de sa carrière sur 3 axes, donc la géomatique, l'expertise naturaliste et les zones humides. Et puis en parallèle, il travaille aussi à Terroico, donc une entreprise innovante dans le domaine du génie écologique et de la science des données, depuis 2022, où il y est en tant qu'ingénieur spécialisé dans les traitements de données SIG, pour mettre à profit ses expériences en géomatique. Et puis, donc, Michel a contribué aux schémas régionaux de cohérence écologique des ex-régions Bourgogne-Franche-Comté, et il travaille encore sur ces questions de continuité écologique sur différents territoires. Ensuite, nous avons Louis Hermont, donc à droite, qui est chargé d'études Vosges au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Il est en charge du suivi et de l'animation territoriale sur les sites naturels protégés des départements des Vosges, donc ce qui constitue le suivi de partenariats, l'accompagnement des politiques publiques, la maîtrise foncière et puis la gestion de projets. Et vous êtes accompagné donc de Francis Muller, qui est vice-président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, qui participe à l'administration et aux décisions stratégiques de l'association. Donc vous nous parlerez particulièrement au cours de cette rencontre des zones humides remarquables du territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, avec un focus sur certains sites protégés et une présentation des enjeux naturels et des actions que vous menez pour leur préservation. Et enfin, donc, nous avons Aurélien Bansette, qui est conseiller communautaire en charge de l'environnement de cette communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, vous êtes aussi l'un de nos plus jeunes maires de France à la mairie d'Étival-Clairefontaine, où vous êtes depuis 2020. Et puis, donc, vous avez aussi plusieurs casquettes, puisque vous êtes ingénieur forestier à l'Office national des forêts, où vous avez aussi des liens avec, où vous traitez des questions liées à l'eau et aux zones humides. Et puis, vous êtes aussi impliqué dans diverses associations en lien avec la pêche, puisque vous êtes aussi pêcheur, si je me suis bien renseignée. Et vous êtes donc un fervent défenseur de la nature, avec des implications en tant qu'élu et décideur. Voilà pour ce qui est des présentations très rapides. Je vous laisserai compléter si j'ai oublié des choses existentielles. Et donc maintenant, je vous laisse la parole pour nous parler de ces précieuses zones humides. Merci beaucoup. Donc on va préciser quelques éléments concernant les structures.
On verra dans un premier temps ce qui entoure les zones humides en termes de réglementation, comment on peut mener un inventaire des zones humides. On regardera ensuite quelles fonctionnalités, quels services rendus elles peuvent nous apporter pour ma partie. Et dans une deuxième partie, on fera un zoom sur le territoire avec le Conservatoire d'espaces naturels qui vous parlera de la biodiversité sur les secteurs, des différentes espèces protégées, que ce soit en termes de restauration sur des sites, dont un de taille plus large. Et on diffusera une petite vidéo à la fin de 5 minutes pour parler spécifiquement des zones humides, de la richesse des vallées alluviales. Ça suivra des échanges, des questions-réponses que j'imagine vous pourrez animer. Merci tous d'être présents déjà. Donc juste pour repréciser qu'Élément 5, un bureau d'études basé en Alsace, je fais partie de l'agence Occitanie comme vous pouvez entendre, est en charge d'élaboration de dossiers réglementaires dans le cadre de l'aménagement du territoire, des PLU, des études d'impact, etc. On a une qualité d'expertise qui est maintenant reconnue avec un peu d'expérience un peu partout en France, Angers, Lorraine, dans le sud-est, dans le sud-ouest, qui ont jalonné les 10-12 dernières années. Et donc on accompagne ces territoires pour essayer d'améliorer la connaissance sur la thématique des zones humides et aussi sur les continuités écologiques, donc tram verte et bleue, TVB, avec Teruico et leur logiciel de simulation. Peut-être un mot donc, de chacun sur les structures. Oui, bonjour. Donc le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine est une association qui fête ses 40 ans cette année et qui a pour but de favoriser la protection des espaces naturels dans toute la région ou l'ancienne région, avec une certaine un focus sur la connaissance, sur la gestion de ces espaces, la valorisation également pour le grand public, et puis des mesures de protection lorsque c'est nécessaire, création de réserves naturelles avec la région ou l'État, et donc un travail également avec les collectivités qui travaillent sur ces espaces naturels également pour la région entière. Voilà en gros en quelques mots. Et nous avons donc ainsi environ 400 espaces naturels qui sont répartis sur le territoire régional avec 7000 hectares. Et également dans ce territoire, la partie de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, environ 8 sites qui sont présents. Voilà, on en reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Donc quelques mots sur la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Alors c'est une structure dont vous connaissez certainement tous le sens. C'est en quelque sorte la même chose qu'une communauté de communes, avec simplement des compétences qui ne sont pas forcément toutes les mêmes et des compétences qui sont exercées pour le compte des communes qui sont membres de la collectivité, donc EPCI. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a pour spécificité d'être une commune d'agglo relativement jeune, puisqu'elle est née de la fusion de 6 intercommunalités en 2017. Et donc, en termes de structuration des politiques publiques et de déroulement des projets sur le moyen et le long terme, c'est un exercice relativement complexe, puisqu'il faut d'abord faire la synthèse des politiques menées dans les communautés de communes avant d'être capable de mener une politique globale à l'échelle du territoire. Néanmoins, c'est un territoire qui présente une homogénéité intéressante vis-à-vis du sujet qu'on évoque aujourd'hui, les zones humides, puisque finalement c'est une grande vallée qui est irriguée par la Meurthe. Alors, il y a quelques vallées qui se trouvent en périphérie et qui n'ont pas sur le bassin versant de la Meurthe, mais globalement, retenez que c'est une grande vallée qui est essentiellement forestière, puisqu'on est entre les 2 tiers et les 3 quarts de la surface du territoire qui sont couverts de forêt, donc des milieux qui sont très en lien avec l'eau et qui ont forcément une incidence. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, comme vous l'avez derrière vous, c'est 77 communes, 78 000 habitants.
Alors vous allez me dire, ça fait 1000 habitants par commune, sauf que quand vous retirez la commune centre, Saint-Dié et quelques grosses communes autour, il reste très peu d'habitants dans la plupart des communes. Et ça aussi, c'est pour nous un très gros enjeu qui est évidemment en lien avec l'environnement, parce que des concentrations différentes, hétérogènes à l'échelle du territoire, ce sont des éléments à prendre en compte pour mettre en œuvre des politiques publiques à l'échelle de ce territoire. Et enfin, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, si l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges travaille sur les sujets liés à l'environnement et donc aux zones humides, c'est parce qu'elle exerce la compétence de gestion de préservation des milieux aquatiques. Donc un mot qui, comme ça, paraît assez sympathique, mais qui en fait regroupe un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas tous simples à concilier, en particulier ceux qui sont liés à la préservation du territoire face aux inondations, même si c'est exercé par délégation par ailleurs. Moi, j'ai rien à dire de plus. Francis a tout dit, je pense, sur le conservatoire. Donc pour pouvoir discuter des zones humides, il faut qu'on puisse s'accorder sur une définition. Quelles sont-elles ? Il y a de multiples définitions qui existent. On s'appuie essentiellement donc maintenant sur le Code de l'environnement qui vient fixer ces zones humides étant comme des terrains exploités ou non, qui sont inondés ou gorgés d'eau, douce, salée ou saumâtre, suivant la configuration géographique, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Des plantes hygrophiles, on en verra en détail après avec quelques exemples, ce sont des plantes qui sont plutôt inféodées à cette présence en eau et qui nécessitent au cours de l'année pour accomplir leur cycle cette présence en eau. Donc différents textes viennent caractériser donc ces différents critères. On a un critère donc végétation ou type de sol modifié par la présence en eau suffisamment longtemps. Donc différents arrêtés qui jalonnent 2008 concernant les critères de délimitation, qui a été modifié en 2009 et qui apporte des compléments concernant l'aspect sol pédologique, et une circulaire de 2010 qui est relative et qui vient préciser les protocoles de mise en œuvre pour délimiter est-ce qu'on est en zone humide, est-ce qu'on n'est pas en zone humide. Entre-temps, avant la loi du 24 juillet qui vient rétablir ces critères alternatifs, sol ou végétation, il y avait eu une note technique qui mentionnait qu'il fallait que les deux critères soient présents. Il fallait qu'on ait des sols modifiés par la présence d'eau et de la végétation hygrophile. Donc, tout ça pour vous dire, et je laisse ça volontairement, pour que les définitions soient vivantes. Il y a des discussions, tout le monde n'est pas d'accord. Il faut arriver à trouver un consensus suivant les différents usages, les services rendus, tout ce qu'on évoquera par la suite. Une réglementation aussi est importante à prendre en considération, c'est concernant les travaux potentiels de destruction, d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation des zones humides, d'assèchement. Il y a des seuils d'autorisation réglementaires. Si on détruit plus d'un hectare, on doit demander une autorisation. Si on est entre 1000 m² et 1 hectare, 10 000 m², on doit déclarer. Il y a aussi des impacts cumulés à l'échelle des bassins versants. Voilà, il y a des choses après un petit peu plus fines. On ne rentrera pas forcément dans le détail, mais en tout cas, il y a des procédures réglementaires. On ne peut pas faire n'importe quoi, on peut faire des choses avec les zones humides, mais il y a des cadres à respecter. Donc pour mieux les connaître, ces zones humides, en ayant vu la définition, on met en œuvre des inventaires de zones humides en général. Ils sont constitués de 3 phases globalement, où on va prélocaliser, recueillir les données qui existent sur le terrain, qui sont parfois hétérogènes, et ensuite on va tester cette prélocalisation pour définir donc ces zones humides probables, qui vont pouvoir faire l'objet de prospection de terrain, pour aller plus finement dans l'identification et dans la délimitation plus précise en mettant en jeu les critères de végétation et de sol dont on a parlé dans la définition. S'en suivra potentiellement, suivant les situations, on verra les types d'inventaire après, une phase de hiérarchisation où on va essayer dans un territoire, avec des données homogènes, de vérifier si les zones humides remplissent des fonctions et de les hiérarchiser pour la protection, pour la restauration, sur différentes thématiques hydrologiques, biologiques, physico-chimiques, etc. Et ensuite, donc, la prise en compte de ces données-là permettront
d'intégrer dans l'aménagement du territoire à travers des documents d'urbanisme, de la définition de zones humides prioritaires, des mesures compensatoires, différents programmes d'action qui seront évoqués par la suite à différentes mesures contractuelles pour participer à la préservation des fonctions des zones humides. Donc différents niveaux d'inventaire. Hop, j'ai cliqué trop vite. Avec une carte de signalement, donc où on va prélocaliser les zones humides. Ça va être de l'inventaire un petit peu large. L'inventaire opérationnel, c'est celui qu'on va voir, où on va aller dans le détail des 3 phases, et des inventaires plus détaillés, où là, on va caractériser les habitats de manière plus fine. On va avoir une pression d'observation plus forte et une meilleure connaissance des enjeux, des fonctions de chaque zone humide. Donc, je vais vous détailler plutôt la partie 2, donc, où on a la prélocalisation des zones humides avec différentes sources de données. On va utiliser des modèles numériques de terrain, des bases de données existantes, notamment de l'IGN, des données géologiques, pédologiques, des données pluviométriques, parfois de la télédétection. La mise en œuvre et la mobilisation de toutes ces données-là vont être dépendantes des budgets investis parce que ça prend du temps, ça nécessite des moyens. Et donc, en fonction des situations, ce que je vous présente peut être adapté. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de... Dans l'exemple que je vous propose, qui a été mené sur Saint-Dié-des-Vosges, on a réalisé un indice topographique en calculant avec des indices comme l'indice de Bevan-Kirby ou l'indice de Moore, la potentialité en zone humide d'un endroit sur le territoire qui prend en compte la pente et la surface drainée en amont de chaque zone. Et ça permet de dire, ici, on a un potentiel plus ou moins fort. On a travaillé sur différents bassins versants, en réalisant des transects pour essayer de borner, et sur ces échelles un petit peu plus réduites par rapport à un grand territoire, tout l'est des Vosges, vous avez sur la carte un gradient de rouge, orange, jaune, vert, des potentialités fortes à plus faibles, et on a fait donc des relevés sur ces transects pour dire les zones humides sur cet espace de bassin versant, de vallée alluviale, elles devraient s'arrêter là. Et donc on a propagé ça sur l'ensemble du territoire pour prélocaliser les zones humides et se dire là, point d'intérêt, point de vigilance, il y a de la forte probabilité que l'on soit en zone humide. Donc tous les modèles sont perfectibles et n'ont de limite que le temps et l'investissement qu'on peut y mettre. En tout cas, sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, on a délimité 22 000 hectares, un petit peu plus, de zones humides probables. Donc, dans lesquelles il y a des endroits où c'est humide, d'autres non, mais un potentiel, au moins dans l'échelle historique de la chose. Ça a nécessité dans un inventaire aussi un volet communication important, de prévenir un territoire, de consulter les gens du territoire aussi, pour leur dire qu'on fait cet inventaire-là, d'avoir de la connaissance locale, parce qu'on ne fait pas tout derrière l'ordi et après on met en jeu du terrain. Ça nécessite aussi d'une communication de la part de la communauté d'agglomération à l'époque, des affichages en mairie, de la publication dans un réseau de presse, mais aussi un arrêté préfectoral qui nous autorise, dans le respect des biens privés bien évidemment, de pouvoir rentrer sur les propriétés privées pour faire des diagnostics. Et nous, une communication sur le terrain également quand on se présente auprès des habitants. Sur le terrain, la mise en œuvre de délimitation, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est 2 critères, la végétation et le sol. Il y a donc un groupe qu'on peut distinguer de végétation hygrophile, et en fait, ça va être la présence d'habitats, de listes d'habitats qui sont présents dans les premiers arrêtés, qui vont nous dire cet habitat, avec telle composition floristique, correspond à un habitat humide, ou en partie humide. S'il est en partie humide, on va mettre en jeu la pédologie. La pédologie aussi, où on a un certain nombre de profils de sol, de types de sols différents. On a des sols tourbeux, des sols hydromorphes, donc, dont l'eau en fait, va modifier les propriétés bactériennes du sol et il va métaboliser autrement le fer, par exemple, que l'on va observer en profondeur. On va observer en profondeur l'apparition de traces de rouille, en fait, ou alors de traces bleues qui vont être du fer réduit. Donc, différentes propriétés du sol qui sont métabolisées par les micro-organismes et parfois du lessivage aussi, ou des taches plus claires. Et donc, en fonction de l'apparition de ces traces en profondeur, un exemple, si ces traces apparaissent entre 0 et 25 cm et qu'elles se prolongent sur plus de 50 cm jusqu'à 1,20 m,
on fait ces expertises-là et c'est un sol humide. On considère ce sol comme humide. Si on n'a pas de traces de ce type-là, celle que je vous ai décrite tout à l'heure, sur 50 cm, on est sur la partie gauche du petit tableau et on n'est pas donc dans la nomenclature des zones humides. C'est quelque chose qui évolue aussi, qui est soumis à discussion. Il y a parfois des arrêtés préfectoraux régionaux. Et donc, on aborde en général la botanique parce que c'est quelque chose de moins chronophage et plus facile d'observer à la bonne période de développement de la végétation de cette étape. Ce n'est pas toujours possible, par exemple dans des zones agricoles ou des zones cultivées, où la végétation va être soit en sol nu, soit cultivée. Et à ce moment-là, on mettra en jeu directement la pédologie, on regardera le type de sol. D'où l'importance de prendre en compte les deux critères lorsque c'est possible dans les moyens d'une étude. Comment ça se passe? Sur le terrain, concrètement, on va prendre nos tablettes pour pouvoir prendre des photos, géolocaliser nos points de relevé, déterminer les contours des zones humides, en s'appuyant sur, je ne fais pas les détails de la circulaire de délimitation, mais ça en émane, on va faire des points de relevé que vous avez en rouge pour des points non humides et en bleu pour des points humides. Donc le long d'un cours d'eau, on essaye de repérer le gradient topographique, la composition floristique, et ensuite on va s'appuyer sur les courbes de niveau pour relier ces espaces pour déterminer une enveloppe de zone humide. Et ensuite, on va, outre ces relevés, donc saisir sur tablette dans des standards qui viennent à devenir nationaux, dans des bases de données centralisées par les agences de l'eau, le Forum des mers Atlantiques, pour qu'on ait une nomenclature standard et pouvoir regrouper et mutualiser l'ensemble de ces données-là. Globalement, un résultat sur le terrain, vous avez sur la partie gauche une représentation du pourcentage de surface en zone humide sur chaque commune. Donc on voit qu'il y a dans l'état des lieux des zones plus ou moins fortes où quand on est sur du vert foncé, des pourcentages de zones humides par commune qui sont plus importantes. Pourquoi ce traitement? Parce que ça peut parler aux élus. Il y a différents traitements qu'on peut imaginer à l'échelle de bassin versant, etc. Là, c'était à vocation de prise en main locale par les élus du territoire. Donc une répartition hétérogène qui s'explique par des potentialités plus ou moins fortes au départ. On a vu que la prélocalisation ressemblait un petit peu à ça, mais aussi liée à la disparition et à la dégradation des zones humides. Et on se rend compte aussi sur le territoire, dans ces gradients de rouge foncé vers du plus clair et vers du blanc, que certains ont fait l'objet au cours du siècle dernier de disparition de zones humides un petit peu plus fortes que dans d'autres secteurs, un petit peu plus préservés. On verra après les différents enjeux liés aux usages ou aux pratiques qui peuvent permettre d'expliquer ces éléments-là de disparition des zones humides. Autre chose que l'on fait suite au terrain, donc on a délimité nos zones humides, on a fait des relevés de flore, de fonction. Ici, il y a des fossés, il y a de l'urbanisation, il y a de certains usages. Donc, on va essayer de qualifier avec des données relevées sur le terrain et des données externes, par exemple de qualité de l'eau sur des tronçons de cours d'eau avec des relevés de biodiversité, d'espèces protégées, etc. De qualifier les enjeux relatifs à la qualité de la ressource en eau, à la quantité de la ressource en eau, des enjeux liés à la biodiversité, liés aux usages et aux activités anthropiques. On va aussi essayer de mesurer les fonctionnalités liées à l'eau, la biodiversité et la valeur socio-économique des zones humides, liées par exemple à des usages. Et en fait, on va aussi quantifier les menaces que l'on a pu voir sur le terrain, potentiel, avéré ou avec des données exogènes. L'idée donc, c'est d'attribuer des notes à chaque ensemble humide qu'on a trouvé, de croiser ces notes, de mettre des seuils, de les combiner pour définir des priorités d'action. Bien sûr, s'il y a des actions à mener et s'il y a des opportunités, c'est pas parce qu'une zone apparaît en priorité de niveau 2 ou 3 et n'est pas prioritaire qu'il ne faut pas le faire. Ça peut être un projet pilote, mais ça invite à avoir un regard, que ce soit sur la restauration, sur la préservation ou sur la mobilisation de la valeur de l'enjeu touristique ou attractif d'une zone humide, de s'intéresser à celles qui sont d'ordre de priorité plus forte dans ces cartes de synthèse-là. Donc pourquoi faire tous ces inventaires? Parce que ces fonctionnalités, ces zones humides rendent un certain nombre de services. Elles ont des rôles hydrologiques, physico-chimiques, biogéochimiques, écologiques. Elles régulent, stockent les volumes des eaux d'écoulement, les
la prise en compte ou les réflexions depuis quelques années maintenant de la variation climatique, du changement climatique, nous permet d'avoir plus de poids lorsque aujourd'hui on veut s'intéresser aux zones humides parce qu'elles ont ces caractéristiques. Vous parliez tout à l'heure de la compétence GEMAPI exercée par la communauté d'agglomération en termes de régulation des crues, de recharge des eaux souterraines et de surface, d'épuration de l'eau pour la qualité de l'eau. Le CEN fera en particulier zoom aussi sur ce qui concerne les réservoirs de biodiversité biologique des zones protégées, l'atténuation du changement climatique, on en a parlé, mais aussi du loisir et du tourisme, parce qu'on peut faire des choses dans les zones humides. Et c'est important aussi de pouvoir communiquer, sensibiliser les gens pour que ce ne soit pas connu comme des zones austères où on ne peut rien faire. Et il y a une richesse et une diversité et vraiment des fonctions qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, on estime qu'il coûte 5 fois moins cher de protéger les zones humides que de les détruire et de compenser par la suite. Parce qu'on n'est pas toujours sûr aussi de regagner les fonctionnalités qui sont détruites. Donc, d'où l'importance de s'attacher à préserver l'existant et de focaliser vraiment sur cette thématique-là. Dernière chose concernant la disparition des zones humides, on a pu voir la carte globale, mais on était sur le territoire aussi sur les mêmes proportions que l'on peut observer depuis à l'échelle nationale depuis les années 1960, avec une perte en termes de surface de 50% des zones humides. Et si on remonte un petit peu plus loin, au début du XXe siècle, on est à 2/3 des zones humides qui ont disparu. Alors on a aussi des données que je n'ai pas citées, des cartes d'état-major qui n'avaient pas vocation à ce qu'elles soient utilisées, c'était pour les troupes, pour l'avancement des troupes. Elles étaient mobilisées à ce titre-là au XIXe siècle, mais aujourd'hui on peut aussi les valoriser et ça donne une dimension historique de la connaissance des zones humides sur l'historique de certaines zones, et ça permet de qualifier des espaces de reconquête où aujourd'hui il n'y a plus de fonction et finalement où on pourrait reconquérir ces éléments-là. Je ne reste pas trop longtemps sur les activités et les usages puisque le CEN va refaire un zoom local et contextualiser ceci. Simplement pour vous préciser que sur la biodiversité et sur les types de zones humides, au sens plus large que sur le territoire, elles sont très diverses, des prairies humides, des prés-marais salés, des roselières, des ourlettes, cours d'eau et de ripisylves, des forêts humides. On a aussi des zones agricoles qui remplissent encore certaines fonctions, même si la végétation ne peut pas le remplir. Et dans la réglementation, les surfaces en eau sont exclues de la nomenclature de zone humide. Donc quand on a un plan d'eau qui n'est pas forcément recouvert de végétation, on aura toute la partie, au niveau réglementaire, toute la partie végétalisée qui sera en zone humide et la partie en eau qui ne le sera pas. Mais voilà, ces interfaces sont quand même très très importantes et voilà, vous aurez l'occasion d'entendre des précisions localement. Aussi simplement préciser qu'en termes de pression d'observation, j'ai oublié, c'est de l'ordre de plus de 15 000 relevés, 10 000 photos qu'on a réalisées sur un inventaire de ce type-là. Ça a nécessité 3 ans, plus de 300 hommes-jours de travail. Donc c'est aussi des moyens importants investis par les collectivités, par les syndicats de bassin, pour amener de la connaissance homogène sur un territoire, pour prendre en compte donc cette thématique-là. Je laisse la parole au CEN, peut-être. Ouais, merci beaucoup. Maintenant, on a une meilleure vision de ce que sont ces zones humides et les services qu'elles rendent. Maintenant, on va avoir du coup un exemple un peu plus concret et local avec ces zones humides au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges avec le CEN de Lorraine qui va nous raconter ce qu'ils font un petit peu sur ces territoires, ces milieux naturels. Pas de phase de questions entre les deux ? Si vous voulez, on peut entrecouper s'il y a déjà des questions dans la salle, on peut en prendre quelques-unes. Pas à ce stade. Et alors, on continue. Alors moi, je vais vous parler un petit peu finalement de l'étape d'après. Donc Michel vous a parlé un petit peu de la caractérisation et de l'inventaire et de la hiérarchisation finalement des différentes zones humides qu'on peut avoir sur un territoire. Moi, je vais aller un petit peu plus dans le détail dans une des actions qu'on peut mener suite à ces inventaires et ces acquisitions de connaissances. C'est la préservation des sites naturels. Et c'est ce qu'on fait au conservatoire, comme l'a décrit Francis un petit peu tout à l'heure. Au conservatoire, nous, on s'attache à protéger, gérer, valoriser et acquérir de la connaissance sur des sites naturels, on va dire, remarquables, et notamment, et avec une grande priorité, sur les zones humides
Et on va voir un petit peu pourquoi. Enfin, on l'a déjà vu un petit peu. On s'appuie du coup, pour faire tout ça, sur de la connaissance. Et la connaissance, elle vient effectivement, notamment des inventaires et de toute l'acquisition de connaissances qui peut être faite, et notamment par les bureaux d'études, dans les territoires. Là, je vous ai mis une carte volontairement assez chargée pour vous montrer sur les Vosges, parce que je vais parler beaucoup du territoire. Je ne sais pas en levant la main si beaucoup de gens viennent du territoire. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de la Combe d'Aglo de Saint-Dié en levant la main? Ok. Et des gens qui sont en dehors des Vosges? Ok, beaucoup, ça marche. Bon, j'espère que ça va vous parler, les types de milieux que je vais évoquer, j'espère qu'ils vous parleront. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous apprendrez certainement des choses. Donc voilà, j'ai mis ici une carte des Vosges où on cartographie différents types de zones humides remarquables, issus de plein d'inventaires différents. Que ce soit les inventaires des collectivités, faits par des bureaux d'études, faits dans le cadre de la compétence GEMAPI, etc. Les zones humides remarquables du SDAGE, donc du schéma de gestion des eaux sur le Grand Est, et différents autres périmètres remarquables, Natura 2000, les espaces naturels sensibles, qui nous donnent finalement plein d'informations sur la répartition des zones humides. Là, sur la carte, il en manque plein. J'ai volontairement, pas volontairement, mais j'en ai pas mis, j'ai pas tout mis. Il manque notamment l'inventaire des mares, plein d'inventaires locaux qui ont été faits par les collectivités, etc. Donc voilà, on a une base de données, de connaissances et une hiérarchisation des enjeux sur ces zones humides et sur lesquelles nous, derrière, au conservatoire, on va essayer de travailler ensemble et notamment beaucoup avec les collectivités pour mettre en place la préservation de ces zones. Et je vais zoomer sur quelques sites protégés qu'on a sur la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc voilà, une cartographie des sites protégés au conservatoire. Donc aujourd'hui, on a environ 400 sites protégés. La carte n'est pas à jour, on a un petit peu plus, c'était celle de l'année dernière. 400 sites protégés pour près de 7700 hectares sur la Lorraine, donc l'ancienne région Lorraine. Dans les Vosges, là on ne voit pas bien parce que c'est tout en bas, mais dans les Vosges, il y a environ 110 sites protégés, tout type de milieu. On va en voir quelques-uns, mais c'est vraiment pas exhaustif ce dont on va parler. Tout type de milieu et donc des mesures de protection qui vont être déclinées sur ces sites-là pour préserver des fonctionnalités. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, les zones humides, donc c'est des types de milieux prioritaires sur lesquels on va travailler, remplissent plein de fonctionnalités, ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc services rendus à l'homme de par leur présence. Alors, les services écosystémiques, je vais les reciter avant de vous parler des différents types de milieux qu'on trouve beaucoup sur le territoire. Juste pour mettre l'accent, Michel les a évoqués tout à l'heure, mais principalement, donc les zones humides, elles rendent des services à l'homme, et principalement, donc, du coup, le stockage d'eau. Ça, c'est une grande fonction des zones humides sur le territoire en France et dans le monde. Avoir des zones humides, ça nous permet de stocker de l'eau. Ça nous permet aussi d'avoir une eau de bonne qualité, puisque en fait, un site avec une zone humide associée avec une végétation qui va pouvoir épurer et favoriser la dégradation, le stockage de polluants, permet d'avoir une eau de qualité, donc quantité et qualité d'eau. On a aussi un rôle dans le stockage de carbone. On va le voir avec les tourbières tout à l'heure. Je vais parler des tourbières. On est sur les zones humides et notamment les tourbières, mais c'est le cas pour sur toutes les zones humides. Elles participent à du stockage de carbone qui n'est pas donc sous forme de CO2 dans l'atmosphère, mais qui est stocké dans le sol ou dans la végétation et qui va nous permettre de lutter aussi contre le changement climatique en préservant nos zones humides. La lutte contre les inondations, c'est aussi un grand intérêt de protéger nos zones humides. Comme c'est des grosses éponges, le fait de protéger et de conserver des zones humides permet d'éviter d'avoir trop d'eau quand il y a des grosses périodes de pluviométrie, par exemple, trop d'eau en aval, et des dégâts dus à des inondations. Donc on retient l'eau en amont. Et puis, et ça, je vais vraiment accentuer ma présentation là-dessus, c'est surtout un énorme refuge de biodiversité. Donc vous allez le voir, je vais détailler un peu sur les différents types de milieux. On est sur des zones humides, sur vraiment un énorme pourcentage de biodiversité hébergée par ces types de milieux. Voilà, je vais en parler juste après. Pardon, je vais revenir au diapo d'avant, excusez-moi.
passe trop vite. Non, c'est pas ça. Vas-y, vas-y. Faut que je clique, ouais. On va y arriver, vas-y. Juste avant. Voilà, petit spoiler sur la suite du diaporama. Merci. Donc, je vais vous parler des différents types de milieux qu'on trouve sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, mais pas exclusivement. C'est des types de zones humides qu'on trouve aussi beaucoup dans le massif des Vosges. Même côté alsacien également. On retrouve beaucoup, et c'est une spécificité vosgienne d'en avoir autant, des tourbières acides. Donc on va le préciser un petit peu tout à l'heure sur les intérêts des tourbières acides. Donc c'est vraiment une zone humide remarquable à plus d'un titre. On va en parler également, les prairies et les vallées alluviales. Donc on a vu tout à l'heure que la communauté d'agglomération de Saint-Dié, c'était une vallée traversée par un cours d'eau qui est la Meurthe et alimentée par plein d'affluents qui forment des vallées humides avec des associations végétales particulières et qui vont remplir donc des fonctions, des services écosystémiques liés à ces zones humides, mais aussi héberger un certain nombre de biodiversités intéressantes. Donc on a aussi, et c'est en lien, des cours d'eau en tête de bassin versant, donc protéger ces cours d'eau, donc c'est vraiment les sources qui alimentent nos cours d'eau et nos rivières. Protéger ces zones-là, c'est participer à la bonne qualité, au bon fonctionnement de nos cours d'eau. Les têtes de bassin versant, c'est vraiment ce qui alimente au départ nos cours d'eau. On a aussi, bon là on ne voit pas bien, des prairies de montagne. On va en parler aussi, un site en particulier sur la communauté d'agglomération, avec une faune et une flore particulières. Des milieux humides forestiers, et puis également des plans d'eau, des mares, des lacs également, des lacs naturels, qu'on trouve sur la communauté d'agglo, notamment en particulier. Ici, la photo, c'est le lac de la Mai, pour ceux qui connaissent, donc c'est un lac naturel. On l'a vu, on a évoqué tout à l'heure, les zones humides subissent un certain nombre de pressions, vous l'imaginez, et elles sont assez nombreuses. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, au cours du dernier siècle, on a observé une disparition très importante de zones humides, notamment près de 2/3 des zones humides qu'on pouvait imaginer au départ. Donc c'est vraiment une dynamique inquiétante et rapide de destruction des zones humides et de disparition. Et on a un certain nombre de paramètres, de causes, de menaces qui vont participer à la disparition de ces zones humides, qu'on cite ici, mais qui ne sont pas forcément exhaustives, notamment l'intensification agricole, le prélèvement d'eau, l'urbanisation, cause importante, les espèces exotiques envahissantes qu'on trouve de plus en plus, on va en parler, l'essor touristique, donc c'est pas forcément une cause de disparition, mais ça va avoir un impact sur la conservation des zones humides, l'intensification agricole, les prélèvements de matière, les carrières, les sablières, le développement de l'aquaculture. Au contraire de l'intensification agricole, on a aussi la déprise agricole qui peut faire disparaître certaines zones humides. Qu'est-ce que l'aménagement des cours d'eau pour certains. Et puis surtout, un élément qui va chapeauter aussi tout ça, qui va être encore au-dessus, c'est le changement climatique et la diminution des volumes d'étiage. Donc là, ça on l'observe sur nos sites, hein. On le voit depuis quelques années. On est sur une dynamique d'étiage plus sévère et plus fréquent. Étiage, ça veut dire donc niveau d'eau le plus bas. Donc plus sévère, plus fréquent sur des cours d'eau, sur nos zones humides. On observe vraiment, et je pense que vous l'observez aussi chez vous, le changement climatique est là. Et ce qu'on va nous faire dans la gestion et la préservation de nos sites, c'est essayer d'accompagner la protection et la préservation des sites en prenant en compte le changement climatique, donc en mettant en place des mesures de gestion qui nous permettent de pallier aux effets négatifs du changement climatique, sachant qu'on ne pourra rien faire pour l'atténuer. J'ai mis juste une petite balance là pour dire que effectivement, la protection des sites naturels, c'est avant tout un équilibre entre, parce qu'on l'a vu, il y a plein d'usages et ils sont là, on doit concilier les usages, donc c'est vraiment un équilibre entre nos usages en tant qu'humains et
les écosystèmes, la vie aquatique, enfin la vie des écosystèmes. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, et notamment au Conservatoire de la protection des sites, dans la conciliation des usages et dans l'accompagnement de ces usages pour la préservation des sites, sans mettre sous cloche, vraiment en accompagnant les usages pour qu'ils soient le moins délétères possible sur nos zones humides. Donc un équilibre à trouver entre usage et préservation des zones humides, de la biodiversité. Je fais un clic droit, tac. Ok. Donc, je vais faire un zoom sur quelques milieux vraiment remarquables et particuliers qu'on trouve sur les territoires, notamment de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Alors peut-être c'est des milieux que vous connaissez pas forcément. Mais un des milieux particuliers vraiment remarquables et une spécificité vosgienne, on va dire, pas que vosgienne, mais où on en trouve vraiment beaucoup dans les Vosges, les tourbières acides. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce type de milieu? Ok. Francis, tu pourras peut-être compléter. Je vais peut-être, parce que tu es spécialiste des tourbières, si je puis dire. On a effectivement dans les Vosges et notamment dans la communauté d'agglomération de Saint-Dié des tourbières acides. Je vais en parler d'une en particulier qui est protégée juste après et sur laquelle on mène un programme de restauration. Donc les tourbières acides, pour le coup, là on est sur des énormes éponges et stocks de carbone. Donc je vais faire très rapidement sur la formation, comment se forme une tourbière. Donc c'est des conditions particulières physico-chimiques et géomorphologiques particulières qui vont former des petites dépressions post-glaciaires, on trouve beaucoup dans les Vosges, sur lesquelles on va avoir de l'eau qui est acide, froide et avec très peu de nutriments, et sur lesquelles vont s'installer des espèces végétales architectes, ce qu'on dit espèces pionnières. Et notamment dans ces espèces, on trouve la sphaigne, qui est une mousse, qui va former la tourbe. Donc en se dégradant très lentement, du fait des conditions très extrêmes de ces milieux, elle se dégrade très lentement, elle forme, en s'accumulant, de la matière organique dégradée ou très faiblement dégradée, qui est la tourbe et qui est finalement, je fais très rapidement pour pas que ce soit trop long la présentation, qui en fait finalement est une énorme éponge. En s'accumulant, la tourbe va créer un marais. D'abord un bas marais, puis un haut marais bombé, comme on le voit ici. Donc ça, c'est une tourbière qu'on appelle tourbière bombée, donc suite à une accumulation d'une grande quantité de tourbe. Et cette tourbière rend tous les rôles qu'on a cités tout à l'heure. Donc, comme je le disais, énorme éponge pour stocker l'eau. Je ne sais plus combien de fois une sphaigne peut absorber son poids, une vingtaine de fois son poids en eau. Une sphaigne, c'est une toute petite mousse. Ça peut absorber 20 fois son poids en eau. Vous imaginez sur un milieu de 20 hectares le potentiel d'éponge que ça peut représenter. Ça accumule de la matière organique très peu dégradée, donc ça stocke du carbone sur des épaisseurs qui peuvent aller jusqu'à parfois 10-15 mètres de tourbe dans le massif des Vosges. Donc on imagine que tout ce carbone-là, il n'est pas présent dans l'atmosphère sous forme de CO2, mais stocké dans le sol. Donc conserver des tourbières, c'est conserver du carbone stocké, et c'est lutter contre le changement climatique, quelque part. Et puis, comme dit tout à l'heure, c'est une zone qui participe à l'épuration, à la bonne qualité et la quantité de notre ressource en eau. Et puis, comme je l'ai mis un petit peu sur cette photo-là, et on le voit un petit peu, c'est des espèces que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir, j'imagine. C'est un énorme refuge de biodiversité. On trouve des espèces sur ces milieux qui sont clairement complètement inféodées à la tourbière. Donc là, on peut en citer quelques-unes, notamment par exemple des plantes carnivores comme la drosera. Donc, c'est des milieux, qu'on l'a dit, très pauvres. Donc, sur ces milieux-là, des plantes ont développé certaines stratégies pour se nourrir autrement qu'en prélevant la matière organique dans le sol, et donc en adoptant un mode de vie carnivore. Donc là, par exemple, pour la drosera, on voit qu'elle a sur ses feuilles des petites villosités et des petites gouttelettes qui sont en fait qui émettent des phéromones qui attirent les insectes et qui sont collantes. Et donc l'insecte va se poser sur la feuille et va être digéré par la plante. Je suis aussi la maître du temps. Ah ouais, je vais trop. On va manquer de temps, donc on peut passer un peu plus vite on va passer plus vite, même si c'est très intéressant. Hein, on oui. voit concrètement à quoi ça ressemble. Moi, j'ai tendance à si on veut garder parler un beaucoup petit quand temps de je. Voilà. Non, je vais passer. Voilà.
c'est vrai que donc voilà, pour aller plus vite, refuge de biodiversité, vous voyez, il y a plein d'espèces différentes qui sont strictement associées aux tourbières. Et un autre type de milieu, les prairies humides alluviales, les vallées ou les terrasses alluviales qu'on trouve beaucoup aussi dans la communauté d'agglomération de Saint-Dié. J'ai combien de temps? qui remplissent aussi tous les rôles des zones humides avec une flore particulière qui va être associée, on va en parler juste après. Donc c'est ces deux types de milieux parmi d'autres qu'on trouve sur la communauté d'agglomération, qu'on protège au conservatoire et qui sont des zones humides remarquables sur ce territoire-là. Donc je vais vous parler maintenant des sites naturels préservés qu'on a sur la communauté d'agglomération. Je vais vous parler de 4 sites, je vais essayer d'aller assez vite, qui sont présents sur différents secteurs en fait, de la communauté d'agglomération. On a des prairies humides, notamment prairies humides de Haïti-Val-Clairefontaine et Aron-l'Étape. Et on a aussi des prairies de montagne à Bifontaine et à Gerbépal, une tourbière. Voilà, donc 4 types de milieux différents. Je vais vous les présenter un petit peu. Haïti-Val-Clairefontaine, on préserve une zone, une prairie humide en bord de Meurthe. Donc pour cette protection, je vais d'abord parler des enjeux naturels. C'est une prairie humide qui héberge la plus belle population, c'est important de le noter, d'un papillon protégé au niveau national qui s'appelle l'azuré des palus, qui est un papillon qu'on retrouve quasiment que dans le Piémont vosgien et un petit peu en Moselle, dans tout le Grand Est. Ce papillon-là est donc protégé et a un cycle de vie très particulier puisqu'il pond uniquement sur la plante, la pimprenelle ou la grande sanguisorbe, pour faire son cycle biologique. Donc s'il n'y a pas cette plante, il n'y a pas de papillon. Et donc nous, on essaie de protéger justement la présence de cette plante qui dépend d'une gestion particulière des prairies. On va le voir juste après. On a plein d'autres espèces inféodées et on travaille pour cette protection en partenariat avec les agriculteurs, avec les propriétaires privés, et notamment avec la commune d'Étival, dont le maire est présent ici. Et puis avec les privés, comme je disais, il y a la papeterie Clairefontaine, qui est propriétaire privé, qui est un partenaire dans la protection. Qu'est-ce qu'on fait sur ce site pour protéger l'azuré des palus? On va conventionner, comme je disais tout à l'heure, on essaie d'accompagner les usages, donc on conventionne, on crée des partenariats avec les agriculteurs. Donc là, ici, on a un agriculteur exploitant sur les prairies. On a rencontré cet agriculteur notamment là, pour négocier la mise en place de fauches à des périodes plus adaptées au cycle de l'azuré des palus, sans que ce soit trop pénalisant pour ces pratiques, et également pour la mise en place de bancs de refuge où la faune, notamment les insectes, peuvent se reproduire encore suite aux fauches réalisées. On travaille également à favoriser la libre évolution des milieux. Donc, dès qu'on le peut, à certains endroits du site, notamment les plus humides, on essaie de favoriser une évolution naturelle et donc aucune intervention pour laisser s'exprimer la faune et la flore. Et puis on travaille aussi sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, nombreuses sur le site. Vous la connaissez sans doute, on la voit en bas à droite là, l'impatiente de l'Himalaya ou la balsamine de l'Himalaya qu'on gère par arrachage. Je suis désolée, mais je vais vraiment devoir vous couper c'est pas grave. Plein milieu. Enfin, c'est un autre site là, c'est ça? Ouais, c'est un autre site. Ouais. Alors, je vais peut-être laisser la parole quand même parce qu'il ne nous reste plus que à sûr. peine 10 minutes, enfin un peu plus de 10 minutes à Monsieur le maire. Ouais, bien, et on pourra revenir dessus après si on peut. Pas de souci. Désolée, vraiment, j'ai cette dure loi de devoir respecter le temps. C'est normal. Je voulais juste terminer en disant on gère plusieurs sites et on accompagne justement en mettant en place des mesures de protection et de gestion. Si vous voulez en parler après, je peux vous détailler un petit peu les mesures qu'on met en place sur les différents sites de la communauté d'agglomération. Et puis on verra si on a le temps d'en parler plus tard. Mais je passe la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup maintenant on va passer la parole à Aurélien Bancette, du coup avec votre casquette, votre regard du coup d'élu, peut-être nous dire un peu comment vous appréhendez du coup ces milieux qui sont très sensibles et qui sont aujourd'hui très menacés à préserver et qui sont aussi sensibles parce qu'ils touchent aussi à des activités très diverses comme l'agriculture ou les carriers, comme ça a pu être dit, et voir un petit peu comment peut-être les outils aussi présentés et les acteurs comme le CEN peuvent être mobilisés pour aider dans la préservation de ces espaces.
Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour pouvoir favoriser les échanges. Simplement mettre l'accent sur le fait que mettre en œuvre des politiques publiques, ça prend du temps. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Saint-Dié dispose d'une étude précise sur quelles sont les zones humides, où se trouvent-elles, et elle travaille en particulier avec le Seine sur des sites à protéger et qui sont protégés, préservés. Mais pour en arriver à ça, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Et je pense que c'est vraiment peut-être le point le plus important sur lequel il faut que j'insiste ce matin. On a tous comment dire, sur lesquels on est plus sensible que d'autres. Et tout, on est citoyen et en responsabilité. Parfois, le matin, quand on se lève, on râle en disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font ?» Et il faut bien comprendre que tous les enjeux sont tous imbriqués. Déjà, là, ça ne marche plus. Là, ça refonctionne. Donc, pour pouvoir mettre en place des actions, il faut avoir la connaissance. Donc là, je vous ai dit, nous l'avons. Mais pour l'avoir, il a fallu du temps. Et quand je vous dis qu'il a fallu du temps, c'est au minimum 10 années de travail actif, c'est-à-dire pas peut-être que nous allons faire, ou etc. 10 années de travail actif pour en arriver là. Et pourtant, personne n'a dormi entre-temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des politiques européennes, déclinées au niveau national, etc., qui ont conduit, et vous connaissez tous le terme, à l'inventaire et la mise en œuvre des trames vertes et bleues. Bon, et bien ça, c'était il y a 10 ans que sur le territoire de Saint-Dié, de la Déodacie, on a commencé à travailler. On a fait évidemment les choses de manière très macro, très, très en altitude au départ, avec les grandes lignes, les liens, etc. Donc avec une structure qui regroupe les EPCI, qui est le PETR du Pays de la Déodacie. Et ensuite, les EPCI se sont emparés de la question, comme vous l'a expliqué Michel d'Aragon, et on fait les études, on financé les études nécessaires pour avoir une cartographie précise. Et ça, comme dit, et j'insiste lourdement, ça prend du temps. Peut-être certains parmi vous ont entendu dire au cours des semaines passées que Bruyères a été désigné capitale nationale de la biodiversité au titre de l'année 2024 en termes de territoires ruraux. Et bien, typiquement, Bruyères s'est inscrit dans cette démarche-là depuis aussi 10-15 ans avec cette étude de préfiguration et a mis en œuvre des actions qui aujourd'hui lui permettent d'être reconnu parce qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre. Et bien, sur l'agglo de Saint-Dié, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, cette étude-là, donc sur le sujet spécifique des zones humides, est intégrée au projet qui est quasiment finalisé. Je regarde le président de l'agglo, il est là, donc on en profite. Du projet qui est quasiment finalisé de PLU IH, donc intercommunal et de l'habitat. Et s'il n'y avait pas eu tout ce travail fait en amont, et bien pour intégrer la notion zone humide, protection, préservation, restauration, c'eût été beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est inévitablement du travail de longue haleine et on ne peut pas, alors quand je dis en 5 minutes, je caricature, mais on ne peut pas en 2 ou 3 ans infléchir une tendance comme ça parce qu'il y a besoin d'asseoir le socle de connaissances pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ensuite, le deuxième point sur lequel il faut insister, c'est pas parce que nous sommes collectivité que nous pouvons tout sur le territoire. D'une part, il y a la loi, le cadre réglementaire. Donc, quand certains débordent du cadre réglementaire, c'est pas forcément la collectivité qui a la possibilité de faire la police, même si les maires ont des pouvoirs de police, c'est des pouvoirs de... il faut quand même en avoir conscience. Et ce que je veux vous dire, c'est que lorsque la collectivité met en œuvre des actions, c'est parce qu'elle a pu saisir des opportunités pour mettre en œuvre des actions, c'est-à-dire des terrains qui étaient à vendre, que la collectivité achète, pour les réhabiliter ou s'ils sont déjà en bon état, pour les préserver à l'aide des structures compétentes. C'est des partenariats qui se mettent en place avec des entreprises, des industriels. Ce sont des partenariats qui se mettent en place avec divers acteurs du territoire qui, à un moment, acceptent sur notre sollicitation ou de leur propre initiative de dire voilà, je suis propriétaire d'une zone qui a une forte valeur patrimoniale, il faut en faire quelque chose et il faut la faire durer dans le temps. Mais là encore, et demain pour les habitants de l'agglo, puisque vous êtes quelques-uns dans la salle, demain un PLUIH va entrer en fonction, en vigueur. Néanmoins,
c'est pas parce qu'il entre en vigueur que tout de suite, au lendemain de son entrée en vigueur, on va pouvoir dérouler la politique environnementale telle qu'on souhaite la dérouler, parce que là encore, il y a un certain nombre de freins à lever et il faudra que la collectivité saisisse les opportunités, comme elle essaye de le faire depuis maintenant près d'une décennie sur le territoire, sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il était vraiment important, du point de vue du message collectivité, de vous dire que c'est forcément du temps long, même si on veut aller vite, parce que les freins sont nombreux et il n'y a pas le choix. Et ensuite, c'est aussi en fonction des opportunités, parce que même quand on a la volonté, si on n'a pas les opportunités, on est pieds et poings liés. Voilà, j'ai essayé d'être court, 2 messages. Merci, c'est très intéressant d'avoir du coup tout ce panel d'acteurs qui intervient pour ces zones humides. Merci d'avoir été très court, du coup c'est parfait parce qu'on a une petite vidéo de 5 minutes, mais avant du coup est-ce que voilà, c'est le moment d'interagir. Est-ce que vous avez des questions à nos différents interlocuteurs à poser, des choses qui vous... Oui. Alors, il n'y a pas de micro dans la salle. Ah, merci. Après, monsieur. Alors, qui Une première remarque réglementaire. Donc, on a vu qu'il y a des seuils d'intervention concernant la destruction, l'assèchement ou la mise en eau, la destruction des zones humides. Donc, en dessous de 1000 mètres carrés, ce qui est votre cas, vous disiez. Ouais. Donc, c'est 3000. Ouais, c'est 3000. Donc, normalement, la réglementation devrait proposer une déclaration, devrait imposer une déclaration de cette activité-là sur le territoire, fermier ou propriétaire. Après, je ne me rappelle plus exactement des éléments concernant les interventions du fermier ou du propriétaire. Mais vous avez la possibilité de vous rapprocher dans des situations de ce type des services de l'État, direction départementale des territoires, qui sont compétents en termes de police de l'eau, ou l'Office français de la biodiversité, qui localement peuvent renseigner sur et préciser des éléments de réglementation applicables dans des contextes bien particuliers. Merci. Alors, je vais me lever, je vais vous donner le micro. Merci. J'avais plusieurs questions, je vais être rapide dans les questions. La première, c'est très technique. Vous avez parlé de différents indices, notamment les indices de Moore, que je ne connais pas. Donc, si vous pouviez préciser. La deuxième question, qui est relative aussi aux indices, lorsque vous parlez de biodiversité, c'est vous qui avez parlé de richesse de biodiversité ou de l'endroit où c'était la capitale de la biodiversité. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez une approche de mesure et ou d'évaluation de la biodiversité, moyennant par exemple des indices, Jean Shannon, voilà. J'en ai plein d'autres de questions, mais déjà, c'est pas mal. Merci. Pour l'indice de Moore, c'est une progression ou un complément à l'indice de Bevan-Kirby, donc qui prend en compte la surface drainée en amont et la pente en un point donné du territoire. Et l'indice de Moore vient compléter par une donnée pédologique ou géologique, donc où on va ajouter des caractéristiques de potentialité liées à la pédologie ou à la géologie du secteur. Après, on peut le faire varier, mais globalement, un indice, il est entre 0 et 1, et après, on peut le multiplier pour qu'il parle mieux avec du 0,100, etc. Mais c'est ce principe indiciel, oui, qui est ramené sur, centré, réduit sur du 0,1. Et pour les milieux, du coup, pour la biodiversité des milieux sur les indices, on n'utilise pas forcément des indices comme l'indice de Shannon. On va faire des relevés, des inventaires
notamment des inventaires qu'on dit phytosociologiques. Donc on va relever sur l'ensemble du site ou voir sur des placettes définies ou des transects la composition végétale. Et on va relever dans cette composition des espèces remarquables patrimoniales qu'on va classer en fonction de leur statut, protégé, déterminant SNIEF, déterminant Natura 2000, sans forcément passer par des indices, sauf si c'est pour faire des analyses plus poussées dans le cadre d'un article scientifique, par exemple, où on voudra vraiment évaluer une richesse en particulier. Mais dans nos plans de gestion, on travaille plutôt sur la composition globale d'un type de milieu, sans travailler avec forcément des indices. Et les espèces ont des caractéristiques de protection régionale, nationale, et c'est également valable pour les habitats. Tu parlais aussi de la détermination SNIEF dans des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique. Donc. Et sur le sujet de la quantification, là, ces indices-là, on va les utiliser sur des zones spécifiques, les zones sur lesquelles on a une gestion particulière ou un enjeu particulier. Après, un outil qui est à la main des collectivités en termes de quantification, ce sont les atlas de biodiversité, donc communales ou intercommunales, donc qui se déploient petit à petit sur le territoire et qui peuvent constituer, pour la suite, une base de données avec un point zéro initial qui permet de comparer. Mais là, on est plus large et on est moins dans l'approche scientifique. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions avant de passer à la vidéo? Ok, 2 questions, je vais en prendre 2 parce qu'après, on va devoir terminer. Bonjour. Alors moi, je suis venu en tant qu'enseignant en histoire-géographie de l'Académie de Strasbourg et dans mes programmes, notamment en géographie, on fait un focus avec nos élèves notamment sur la protection des espaces naturels. Et j'aurais aimé poser la question donc à l'intervenant qui est passé sur les tourbières. Si vous deviez représenter de façon schématique le fonctionnement d'une tourbière à destination d'élèves, un schéma en quelques figurés, comment vous y prendriez pour leur faire expliquer ça et après travailler autour de ce genre d'espace? Et en plus, ça permettrait une sortie localisée autour des espaces de tourbières des Vosges depuis Strasbourg, c'est pas mal, quoi. Si vous voulez, je prends un carnet puis je vous montre parce que là, ça va être compliqué de le faire comme ça. Mais oui, en quelques schémas, on peut expliquer les étapes de formation d'une tourbière et quel est le processus de formation et d'accumulation de la tourbe. Et dans les différentes étapes classique de formation de cette tourbière. Ça, il n'y a pas de souci. On travaille beaucoup avec des maquettes aussi au conservatoire, mais avec des schémas, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. On peut prendre, je pense, quelques éléments forts. On a parlé du temps, vous l'indiquiez tout à l'heure. Si le temps des politiques peut être lent aussi, le temps des tourbières l'est encore plus. Donc on peut avoir une réflexion sur le temps. On peut avoir aussi une réflexion sur la diversité des types de formation de tourbières, parce qu'on a tendance à voir ça comme étant un processus qui ne se déroule que d'une seule manière, alors qu'en fait, il y a plein de manières d'être tourbière, même si on prend seulement le massif des Vosges, et ça c'est intéressant aussi. Et venir aussi sur ces différentes fonctions des tourbières, les différents intérêts qu'ils ont là. Donc on a plein de manières possibles d'aborder les tourbières de manière à ce qu'elles soient en rien rébarbative pour le regard. Et puis on peut effectivement, bien sûr, avoir cet aspect de regard sur les espèces végétales et animales, en ayant en tête que ce n'est pas, là on en parlait tout à l'heure avec nos indices, ce n'est pas le nombre d'espèces qui est extraordinaire dans une tourbière, parce qu'en fait, au contraire, vous avez des conditions si difficiles de vie que seules les espèces qui sont particulièrement adaptées à ça vivent là. Alors, vous ne trouverez jamais des nombres d'espèces faramineux dans ces milieux, parce que justement, seules quelques-unes savent faire face à ces conditions très difficiles qu'on trouve dans les tourbières. Merci. Allez, une dernière question. C'était là, voilà. Et après, on passe à la vidéo. Bonjour. Moi, je souhaiterais savoir... lorsque vous repérez un site à protéger et qu'il appartient à des privés, alors quand c'est la papeterie d'Étival qui souhaite protéger, je pense que pour l'image c'est sympa, donc elle est sûrement volontaire, mais par exemple un agriculteur, si il perd des surfaces qu'il cultive ou qu'il fauche, comment ça se passe? Est-ce que il y a des compensations financières ou vous comptez simplement sur sa bonne volonté? Voilà, et bon, il y a sûrement des tas de cas que j'imagine pas. Mais comment vous faites pour réussir à infléchir dans le sens qui permet de protéger? Alors comme vous dites, il y a plusieurs cas de figure. La première étape, c'est effectivement de rencontrer et de discuter, passer par une étape de négociation, enfin de discussion avec l'agriculteur. Si c'est un agriculteur, si c'est un propriétaire privé, il y a peut-être d'autres enjeux.
mais de discuter ensemble sur quelle est la volonté du propriétaire, si vraiment il y a une forte volonté de protéger, ou si c'est plutôt quelque chose, c'est une personne qui sait qu'il y a des enjeux et qui ne sait pas forcément quoi faire, qui nous demande conseil. Enfin, là, c'est différentes cas de figure. Dans le cas d'un agriculteur, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, hein, c'est nous qui allons plutôt vers eux pour demander des possibilités de préservation. Alors, soit on peut proposer à l'agriculteur des contrats simples de convention. Donc, finalement, on définit ensemble un partenariat avec l'agriculteur pour nous permettre de faire des suivis et d'intervenir sur site. Et lui, en lui proposant un cahier des charges à respecter qui serait co-construit avec lui en lui disant voilà, pour préserver le milieu, ce qui serait bien, vous, si ça n'impacte pas trop vos pratiques, ce serait de faire une fauche tardive, laisser des bancs de refuge, limiter la fertilisation. Après, à voir si c'est acceptable. Après, si vraiment c'est compliqué au niveau de l'exploitation, on peut trouver des compensations, que ce soit financières via des programmes qui existent de financement pour des bonnes pratiques environnementales. Je vais en citer deux, par exemple, les mesures agro-environnementales et les MAEC qui peuvent être développées, qui sont un programme de financement notamment pour les agriculteurs pour des bonnes pratiques. Les PSE, paiements pour services environnementaux, qui sont développés aujourd'hui par le pays de la Déodacie et le pays de Remiremont sur le territoire, qui financent les agriculteurs pour des bonnes pratiques environnementales. Donc on peut favoriser justement de la préservation par des compensations financières via ces programmes. Et puis dernier point, on travaille aussi avec la SAFER, donc la Société d'aménagement foncier rural, pour proposer justement des possibilités de compensation de terrain dans le cadre d'un partenariat. Donc s'il y a un site vraiment intéressant à protéger, on peut travailler en partenariat avec la SAFER pour finalement donner à un agriculteur une autre zone à exploiter. Je fais simple, hein. Lui dire, on est en compensation, on peut vous donner ce terrain-là, et ce terrain-là, le terrain qui est intéressant et sur lequel du coup, vous aurez un manque à gagner, on le laisse pour de la protection environnementale et on vous compense avec d'autres surfaces foncières. Il y a plein de cas de figure, mais voilà. En gros, c'est les principales.